Le docteur Azadi est professeur à l'université de Téhéran et commentateur très prolifique, analyste de tout ce qui concerne l'Iran et la guerre en Iran. Les États-Unis sont actuellement en train de remplacer leur porte-avions, l'USS Lincoln, dans l'océan Indien, après de nombreux rapports faisant état d'une crise à bord. De nombreux marins auraient tenté de mettre fin à leur jour. À cela s'ajoutent des informations selon lesquelles l'Iran passerait à l'offensive, aurait adopté une posture offensive vis-à-vis des États-Unis et serait prêt à tenir plus longtemps que Trump, jusqu'à la fin de son mandat, afin de faire pression sur les États-Unis pour qu'ils cèdent à ses exigences. Que pensez-vous de l'état actuel de la guerre, à l'heure actuelle? Your thoughts on the current state of the war right now? I think Iran is trying to avoid being attacked again. Je pense que l'Iran essaie d'éviter d'être de nouveau attaqué. Au cours de l'année écoulée, nous avons perdu plus de 5000 civils. Beaucoup d'infrastructures civiles ont été endommagées, selon Trump. Les États-Unis ont causé ici environ 1000 milliards de dollars de dégâts aux infrastructures. C'est énormément d'argent. Et on ne peut pas faire fonctionner un pays de plus de 90 millions d'habitants avec 2 régimes nucléaires qui vous attaquent toutes les quelques semaines. L'idée est donc d'éviter la guerre. L'Iran est intéressé par ce mémorandum d'accord conclu il y a 2 ou 3 mois. Ils étaient censés négocier pendant 60 jours et les États-Unis ont recommencé à tirer avant le 30e jour. La partie iranienne essaie de donner une chance à la paix, d'éviter la guerre, une nouvelle confrontation militaire. Mais pour avoir la paix, il faut que le parti soit petit d'un à toi. Et beaucoup de gens ici pensent que les États-Unis font simplement une pause et se préparent à une nouvelle série d'attaques. Comme vous l'avez mentionné, des membres de l'armée américaine commencent à se fatiguer. Je pense que beaucoup de gens comprennent que ce n'est pas la guerre de l'Amérique. C'est la guerre de Netanyahou. Elle est conçue pour l'aider. Il est candidat à des élections en octobre. Il a besoin d'une forme de confrontation militaire pour pouvoir gagner son élection. Et Trump a été assez stupide pour fournir des soldats américains afin d'aider Netanyahou. Et maintenant, on voit des gens comme J.D. Vance, comme vous l'avez dit, affirmer que leur priorité est de faire baisser les prix du pétrole et de garder ouvert le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz était ouvert avant qu'il ne déclenche cette guerre illégale contre l'Iran. Et le programme nucléaire iranien, selon Trump, a été totalement détruit en juin dernier. Et ils ont toutes ces caméras dans les installations nucléaires iraniennes. Si l'Iran veut relancer ce programme, il le saurait en quelques minutes. Donc, au fond, l'idée était de s'emparer du pétrole iranien. C'est ce que Trump répète, y compris il y a une dizaine de jours. Un journaliste lui a demandé pourquoi il voulait s'emparer du pétrole iranien. Il a répondu qu'il était homme d'affaires et qu'il voulait gagner de l'argent. Il a parlé de modifier les frontières de l'Iran. Il a parlé de changer le gouvernement iranien. Nous avons donc affaire à des gens difficiles, de la classe Epstein, et ils sont prêts à tuer énormément de gens pour obtenir un succès en politique étrangère. Or, c'est très difficile à réaliser, étant donné que l'Iran se bat pour l'Iran. L'Iran se bat pour l'intégrité territoriale du pays, et Trump se bat pour laisser comme héritage le fait de s'être emparé des ressources des autres. Il se vante de prendre le contrôle du Venezuela et de son pétrole. Et il veut ajouter une nouvelle ligne à l'héritage qu'il veut laisser derrière lui. C'est difficile à comprendre, parce qu'on n'est pas censé tuer des milliers de personnes pour obtenir une quelconque réussite en politique étrangère. Les gens normaux y voient un échec. Les gens normaux y voient de l'impérialisme. Les gens normaux y voient une agression. Et quand on est président des États-Unis, on n'est pas censé faire dans le capitalisme de gangster en essayant de s'emparer des ressources des autres. Dr. Azadi, what do you make of Docteur Azadi,
Que pensez-vous de la capacité des États-Unis à attaquer de nouveau l'Iran? Les États-Unis ont attaqué l'Iran 30 000 fois et Israël environ quelques milliers de fois durant ces 39 jours d'hostilité, auxquels se sont ajoutées les flambées de violence survenues après la signature du protocole d'accord. Parlez-nous de la capacité des États-Unis et de ce que vous estimez être, aujourd'hui, la menace qu'ils représentent pour l'Iran. Et si vous pouviez éclairer la population américaine sur cette question du point de vue iranien? Vous savez, il y a aussi les élections de mi-mandat aux États-Unis. Trump ne veut pas voir les prix du pétrole augmenter avant les élections. Mais une fois qu'elles seront passées, je ne pense pas que la politique consistant à attaquer de nouveau l'Iran soit terminée. Je pense que les États-Unis essayent de reconstituer leur stock d'équipements militaires, de missiles et d'autres choses dont ils ont besoin. Les attaques ne seront peut-être pas aussi vastes que celles que nous avons vues en février. Mais en faisant pression sur l'économie iranienne, ils espèrent que les gens en Iran se lasseront et aideront Trump à atteindre ses objectifs. Et c'est ce qu'ils avaient en tête en février. Netanyahou demandait aux Iraniens de descendre dans la rue par millions. Et ils l'ont effectivement fait. Ils descendent dans la rue tous les soirs en criant contre Trump et Netanyahou. Ces deux personnes ont donc réussi à unir les Iraniens davantage que n'aurait jamais pu le faire n'importe quel responsable politique iranien. Il y a cet effet de ralliement autour du drapeau. Et même les gens qui n'aimaient pas le gouvernement ne veulent pas envoyer leurs enfants à l'école sans jamais les revoir. Ils ne veulent pas que leur hôpital de quartier soit bombardé. Ils ne veulent pas que leur pont local soit détruit. Et ils comprennent que c'est le gouvernement actuel en Iran qui défend le pays. Et s'ils ont le choix entre le gouvernement actuel et des criminels de guerre, des gens génocidaires comme Netanyahou, ils choisiront le gouvernement actuel. L'idée donc, c'est d'atteindre des objectifs qui ne vont pas être réalisables. Je crois que le chiffre officiel est de 34 milliards de dollars déjà dépensés par les États-Unis. C'est l'argent des contribuables américains. Ils dépensent énormément d'argent. Nous avons eu 18 soldats américains tués, des jeunes avec de jeunes familles, et cette politique ne fonctionne pas vraiment. Mais je ne pense pas que Netanyahou et Trump aient renoncé aux objectifs qu'ils se sont fixés. Vu l'influence du lobby israélien au Congrès américain, ils pourraient continuer à obtenir des financements pour cette guerre illégale contre l'Iran. Donc pour être honnête avec vous, je ne suis pas très optimiste. Même la presse généraliste a relevé que l'Iran est sorti plus fort de cette guerre qu'il ne l'était avant. Êtes-vous d'accord avec ces analyses? Et peut-être pourriez-vous expliquer comment vous voyez la position actuelle de l'Iran dans cette guerre, maintenant que nous nous trouvons dans ce bourbier, comme Politico l'a qualifié. Quagmire, as Politico has called it. Les Iraniens sont donc plus unis et l'armée iranienne apprend beaucoup de choses. Vous avez vu ces informations selon lesquelles les missiles iraniens deviennent plus sophistiqués. Ils sont capables de manœuvrer, ils sont de plus en plus difficiles à intercepter, surtout au moment où les États-Unis commencent à manquer de ces systèmes de défense aérienne. Et l'Iran fabrique beaucoup de ces missiles. Il y a quelques mois, nous avons eu ce rapport de la CIA indiquant que l'Iran avait conservé environ 75% de son stock de missiles. Et ces 2 derniers mois, l'Iran en fabrique davantage. Donc en termes de puissance militaire, l'Iran s'en sort bien. En termes de puissance d'influence, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Iran s'en sort bien. Et le seul problème, c'est que les Israéliens n'ont pas renoncé à balkaniser l'Iran. Ils veulent détruire l'Iran.
Et ils ont ce président à la Maison-Blanche qui est prêt à fournir de l'argent et des soldats pour une guerre qui n'est pas la guerre de l'Amérique. C'est pourquoi plus des 2/3 des Américains s'opposent à cette guerre. Beaucoup de membres du Congrès américain s'y opposent également. Et je pense que plus cette guerre se prolonge, plus les deux camps vont subir de dommages. La seule différence, c'est que l'Iran n'a pas d'autre choix que de se défendre. L'autre camp, lui, a le choix d'arrêter cette guerre, parce que c'était une guerre de choix. Ils n'étaient pas obligés de la commencer. Ils peuvent l'arrêter à tout moment. Docteur Azadi, pourriez-vous vous adresser aux Américains et au public occidentaux qui regardent cette émission pour leur dire quelles sont, selon vous, les plus grandes idées fausses sur l'Iran? Surtout maintenant que l'Iran se trouve dans une position très différente dans cette guerre et dans sa phase actuelle de celle qu'il occupait avant le déclenchement de cette guerre. Quelle est votre analyse à ce sujet? Et que diriez-vous aux Américains et aux Occidentaux qui regardent cette émission en ce moment même? Americans and Westerners who are watching this program right now. Vous savez, pour un public occidental, pour les gens de votre âge ou plus âgés que vous, depuis 47 ans, les médias traditionnels, les médias détenus par les grandes entreprises, diabolisent l'Iran. Nous avons eu ces émeutes organisées par le Mossad en janvier. Et comment le savons-nous? Mike Pompeo, l'ancien directeur de la CIA, a parlé d'agents du Mossad présents dans les rues iraniennes. Il n'a toujours pas supprimé ses tweets. Donc, nous avons ce type d'opération en Iran. Et Trump a exagéré les chiffres pour justifier la guerre. C'était leur plan, soit renverser le gouvernement iranien par ce shibhe coup d'État, soit, s'il n'y parvenait pas, attaquer militairement. La première chose que j'espère qu'un public occidental comprendra, c'est que ce qu'on vous présente dans les médias dominants n'est pas forcément exact. Car les grands médias américains soutiennent généralement les guerres des États-Unis. C'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, la guerre du Vietnam, du moins au début. Vers la fin, certains ont commencé à changer d'avis. Mais dans l'ensemble, compte tenu de l'influence du lobby israélien dans les médias américains, diaboliser l'Iran est devenu une industrie. Tous ces gens passent à la télévision en tant qu'experts de l'Iran. Ils sont payés, en gros, pour fournir de fausses informations à leur public. Donc, premièrement, renseignez-vous sur l'Iran par le biais de médias alternatifs ou par d'autres moyens, peut-être en lisant des livres sur l'Iran. C'est la première chose. Deuxièmement, vous savez, si vous êtes américain et qu'il y a une guerre, avec d'un côté les États-Unis et de l'autre un pays du Moyen-Orient, en général, les gens normaux voudraient au moins être du côté de l'Amérique. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas. Parce que si les États-Unis réussissent leurs opérations contre l'Iran, ils essaieront de reproduire cela dans d'autres parties du monde. Ce qui veut dire plus d'argent dépensé, plus de soldats américains tués. Enlever le président du Venezuela était illégal, ils l'ont fait. Trump s'est senti encouragé et il a ensuite lancé cette opération contre l'Iran. S'il réussit avec l'Iran, il pourrait vouloir aller prendre le contrôle du Groenland ou du Canada ou de Cuba et faire d'autres mauvais coups. Donc en réalité, l'Iran se bat pour l'Iran. L'Iran se bat pour le monde civilisé, le monde qui ne veut pas être dominé par la classe Epstein. Donc si vous êtes américain, il peut être difficile de prendre le parti de l'Iran. Mais soyez au moins neutre. Parce que si ce soutien populaire à la guerre commence à grandir, espérons que non, les responsables politiques américains prêtent généralement attention aux sondages. Si au lieu des 2/3 des Américains, les 3/4 ou plus de 90% des Américains s'opposaient à cette guerre, je pense qu'elle se terminerait plus tôt. Et si la guerre se termine plus tôt, c'est une bonne chose pour les Américains,
parce qu'ils n'auront pas à la financer, parce qu'ils n'auront pas à fournir des soldats, et les guerres n'ont pas de gagnants. Dans ce cas, Netanyahou serait le seul gagnant de cette guerre, pas même Israël. Netanyahu would be the only winner of this war, not even Israel. I don't think this is in line with the Je ne pense pas que ce soit conforme aux intérêts d'Israël. C'est dans l'intérêt d'un seul homme qui veut rester Premier ministre israélien. Donc, si vous êtes américain, notre espoir est que vous compreniez que les Iraniens n'ont aucune animosité envers le peuple américain. Vous savez, Trump dit ceci. Il y a ce slogan, ici, « Mort à l'Amérique ». Mais ça ne veut pas dire mort au peuple américain. Ça veut dire mort à la politique étrangère américaine. Quand on fait un slogan, il faut qu'il soit court. Mort à la politique étrangère américaine. C'est trop long, alors on dit mort à l'Amérique. Mort à l'Amérique signifie la mort du gouvernement qui met en œuvre ces politiques. Le coup d'État de 1953 en Iran, le soutien à un régime brutal dans les années 1950, 1960 et 1970, le soutien à Saddam Hussein pendant la guerre contre l'Iran, puis toutes ces sanctions qui touchent les citoyens ordinaires ici depuis plus de 4 décennies. Donc, mort à l'Amérique signifie mort à ses politiques. Les gens, ici, je ne sais pas si vous êtes déjà venu en Iran ou non, mais quand des Américains viennent en Iran, ils sont assez surpris parce qu'ils y rencontrent des gens accueillants. Ils ne veulent pas faire de mal aux Américains. Vous savez, en général, nous considérons les Américains comme des victimes du même gouvernement qui brutalise l'Iran. Ils sont victimes parce qu'ils doivent payer pour ces politiques. Et ce n'est pas juste. Docteur Azadi, croyez-vous aux analyses qui ont été faites, y compris dans le New York Times, sur CNN et ailleurs, selon lesquelles l'Iran a gagné cette guerre? Êtes-vous d'accord avec elles? Et si oui, qu'est-ce que gagner signifie pour l'Iran? Et sinon, pourquoi? Vous savez, l'Iran a gagné la guerre parce qu'il n'a pas été vaincu. L'Iran est debout, meurtri, mais debout. Mais les plus de 5000 civils que nous avons perdus ne sont plus parmi nous, donc nous ne pouvons pas leur demander. Le pays a subi beaucoup de dégâts. Alors si vous comptez tous ces dégâts et ces morts, peut-être que non. Mais si gagner signifie rester debout et résister, alors oui. Il y a ici cette culture de la résistance, et les gens ont réussi à résister. Vous savez, nous avons affaire à 2 régimes nucléaires, et ils n'avaient aucune limite. Aucune limite éthique, ni quoi que ce soit. Ils ont attaqué tous les endroits qu'ils voulaient. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, vous savez, il existe ce droit international. Je sais que quand Trump est président et qu'il parle de droit international, ça peut paraître drôle. Mais l'article 17 de la Charte des Nations Unies et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, c'est disponible en ligne, parle du passage des navires dans les détroits, comme le détroit d'Ormuz. Mais il précise qu'il doit s'agir d'un passage inoffensif. Et l'article 19 définit ce qu'est un passage inoffensif, ne pas nuire à la sécurité des États côtiers. Donc, vous pouvez traverser ces voies navigables, mais vous ne devriez pas tirer sur les États côtiers pendant votre passage. C'est une chose tout à fait logique à dire en droit international. Donc, si vous attaquez un pays, tuez sa population, attaquez ses infrastructures, vous mettez évidemment en danger la sécurité de cet État. L'Iran doit donc, en vertu du droit international, veiller à ce que cela ne se reproduise pas. Toutes ces bases américaines dans le Golfe Persique ont été construites en passant par le détroit d'Ormuz. Il serait donc insensé pour les Iraniens de laisser le détroit d'Ormuz être utilisé pour attaquer à nouveau l'Iran. Et vous savez, selon cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les pays disposent de 12 000 d'eau territoriale et de 12 000 de ce qu'on appelle une zone contiguë. Les eaux territoriales, c'est exactement comme votre territoire terrestre. Aucune différence.
La zone contiguë n'est pas votre territoire, mais les lois de l'État côtier doivent être respectées. C'est l'article 33 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, en particulier en ce qui concerne les questions de sécurité. Donc vous ajoutez 12 000 d'eau territoriale et 12 000 de zones contiguës, ce qui fait 24 000. Or, le détroit d'Ormuz ne fait que 21 000. Donc, tout le détroit se trouve soit dans les eaux territoriales iraniennes, soit dans la zone contiguë. Et c'est la même chose du côté d'Oman. L'Iran et Oman négocient donc pour parvenir à un accord, et ils l'auraient fait il y a déjà plusieurs semaines. Le problème, c'est que les États-Unis exercent une forte pression sur Oman. Trump a menacé de bombarder Oman il y a quelques mois. Et les informations non officielles dont nous disposons indiquent qu'ils ont gelé des avoirs omanais dans des banques américaines afin de faire pression sur Oman. Et ils veulent, vous savez, nous avons ce couloir iranien, nous avons ce couloir omanais, et les États-Unis veulent avoir ce couloir américain au milieu du détroit d'Ormuz. Or, les États-Unis ne sont pas un État riverain du détroit d'Ormuz. Les États-Unis sont un État riverain du golfe du Mexique. Et aussi, il ne faut pas oublier son nom, c'est le golfe du Mexique. Ils peuvent donc faire ce qu'ils veulent dans leurs eaux territoriales, dans leurs zones contiguës, dans le golfe du Mexique et dans d'autres zones où ils ont des droits en vertu du droit international. Ils sont à 11 000 kilomètres du détroit d'Ormuz. Géographiquement, ils ne sont donc nulle part près du détroit d'Ormuz. L'Iran a été attaqué. L'Iran va utiliser sa géographie pour s'assurer que le pays puisse survivre aux années restantes de l'administration Trump. Beaucoup ont souligné que le détroit d'Ormuz a donné à l'Iran un pouvoir incroyable sur les affaires mondiales. L'Iran a une grande influence sur la manière de dicter les marchés de l'énergie. Et de fait, il se retrouve dans une position bien plus puissante qu'avant la guerre, rien que dans ce domaine. À présent, pourriez-vous nous donner vos derniers mots et votre évaluation de ce qui va suivre? Parce que, comme vous l'avez déjà dit, on ne peut pas faire confiance aux États-Unis ni à Israël. Les États-Unis et Israël feront de nouveau la guerre à l'Iran, de manière rapide et militaire, si l'Iran ne parvient pas à l'emporter sur le long terme, et si cette situation continue de s'éterniser. Alors, à quoi les Iraniens se préparent-ils? Et dans quelle direction voyez-vous les choses évoluer à partir de maintenant? Je voudrais simplement ajouter ceci concernant le détroit d'Ormuz. Rubio, le secrétaire d'État, affirme qu'il s'agit d'eau internationale. Ce n'est pas le cas, comme je l'ai expliqué. Ce sont des eaux territoriales, ainsi que la zone contiguë de l'Iran et d'Oman. Il n'y a pas de haute mer. Il n'y a pas d'eaux internationales. Des navires internationaux y passent, mais cela ne fait pas de cette voie maritime une voie internationale. C'est comme dire que la ville de New York est internationale. Beaucoup de gens venus de l'étranger visitent la Statue de la Liberté. Beaucoup de gens venus de l'étranger passent par cette zone, mais cela ne fait pas de cette zone une voie navigable internationale. Cela reste un territoire américain. Donc ce n'est pas parce que des navires internationaux ou des gens venus de l'étranger, nombreux, passent quelque part, que le statut de ce territoire change. Il appartient au peuple que sont les États côtiers. C'est donc une idée fausse que se fait Rubio, et il faut s'en souvenir. Pour conclure, vous savez, nous ne vivons pas aux États-Unis. Nous n'avons aucun moyen de faire pression sur les responsables politiques américains pour qu'ils mettent fin à ces guerres. Trump est arrivé au pouvoir en promettant de ne pas déclencher une nouvelle guerre au Moyen-Orient, et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, pour les gens aux États-Unis, pour les gens en Europe, certains pays européens apportent une aide à Israël, mettent des bases à disposition des États-Unis. L'espoir des Iraniens, des gens en Iran, c'est que ces personnes qui, espérons-le, n'ont aucune animosité envers les Iraniens,
fasse quelque chose pour que ce type de politique ne soit pas sans conséquences. Policies are not cost-free. So if you're an American politician, Donc, si vous êtes un responsable politique américain qui soutient cette guerre, alors en novembre, espérons-le, vous ne devriez pas être réélu. Parce que si vous êtes réélu, vous continuerez à financer cette guerre. Nous n'avons pas notre mot à dire dans les élections américaines, mais les Américains, eux, l'ont. Et poursuivre cette guerre n'est pas dans l'intérêt de l'Iran. Ce n'est pas non plus dans l'intérêt des citoyens ordinaires des États-Unis. L'espoir que nous avons, c'est qu'ils votent réellement pour des candidats de la paix, des candidats qui ne soutiennent pas des guerres illégales contre d'autres peuples. S'emparer des ressources de l'Iran ne profitera pas au peuple américain. Cela profitera aux compagnies pétrolières, aux amis de Trump parmi les 1%. Et les citoyens ordinaires des États-Unis devront payer le prix du soutien à ces guerres, sans bénéficier du butin. Trump et ses acolytes vont tirer un profit financier de ce type de guerre. Dr Azadi, merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. C'était une excellente conversation. J'espère vraiment vous recevoir à nouveau très bientôt. À tous, cliquez sur le bouton « J'aime » avant de partir, car cela aide ce programme à remonter dans l'algorithme, afin que davantage de personnes entendent les propos du Dr Azadi, bien après que vous aurez fini de regarder. À la prochaine, tout le monde. À très bientôt. Until next time, everyone, I will see you again soon.